Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histofocus. Mars, c'est le mois du renouveau où la nature se réveille et les journées se rallongent. Les beaux jours arrivent peu à peu. En attendant l'arrivée du printemps, on se rend au carnaval, on célèbre la fête des grands-mères et la journée internationale des droits de la femme, on boit pour la Saint-Patrick et on participe à la Earth Hour. Mais Mars, c'est tellement plus que cette mise en bouche d'événements pleins de douceur. Petite sélection historique. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Jouan, près d'Antibes, avec 900 grenadiers, en provenance de l'île d'Elbe après une traversée en mer de 3-4 jours. Il y est exilé depuis son abdication après la défaite de la bataille des Nations en 1813 et l'invasion de Paris par les forces coalisées en 1814. Pendant ce temps, le roi Louis XVIII est arrivé dans les valises des armées ennemies et est mis sur le trône. Depuis 10 mois, Napoléon reste sur cette île qu'il a choisie au large de la Corse et de l'Italie. Il n'y est pas prisonnier, il règne sur cette île devenue un petit royaume et il garde son titre d'empereur. Il s'y refait une santé et se met à moderniser et à réformer l'île. Il met en place divers travaux, développe le réseau routier, dynamise l'économie et modifie les lois de l'île. Mais il commence à s'ennuyer et repense à sa gloire d'antan et à son abdication forcée. Il faut dire que sa rente promise ne lui est pas versée par le roi, que sa femme Marie-Louise d'Autriche et son fils le roi de Rome ne le rejoignent pas, contrairement à sa mère, à sa sœur et surtout à sa maîtresse Marie Walewska, même si celle-ci ne reste pas longtemps, le bonhomme espérant toujours le retour de sa femme. L'Autriche refuse que sa famille rejoigne l'empereur, puis on a collé un amant à Marie-Louise qui n'a pas résisté longtemps. La salope. La salope. Oh la salope. Il entend dire qu'il pourrait être transféré sur une autre île, l'île Sainte-Hélène. Une proposition portée par Talleyrand. En même temps, les deux ne sont pas copains. Napoléon le compare à de la mer dans un bas de soie. À côté de ça, la souveraineté de l'île d'Elbe, ça pèse pas lourd dans la balance. Pendant ce temps, en France, ça va pas fort. Une propagande pour le retour de Napoléon est orchestrée sur le continent. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Un doux chant qui arrive aux oreilles de l'empereur. Il est convaincu que les Français attendent son retour, et il fait ses adieux aux habitants de l'île d'Elbe le 26 février 1815, avant de s'enfuir le plus simplement du monde. Il faut dire que son départ est facilité par le capitaine Campbell, représentant anglais sur l'île, qui s'en va jouer les jolis cœurs auprès d'une belle Florentine, et par une baisse de la surveillance maritime des Anglais. Napoléon a le chemin dégagé pour rentrer en France, direction Golfe-Jouan. Après 300 jours d'exil, ce sera les fameux 100 jours, puis la défaite de Waterloo, la maladie et la mort. Mais voyons comment ça s'est passé. Arrivé à Golfe-Jouan, il emprunte la route des Alpes, actuellement appelée route Napoléon. Au sud de Grenoble, il reçoit le ralliement du 5e de ligne, qui à la base avait été envoyé pour le stopper, puis à Auxerre celui du maréchal Ney. Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, mais voilà. Il remonte à Paris et fait une entrée triomphale le 20 mars 1815 au Palais des Tuileries, d'où le roi vient juste de se sauver. Cette équipée va durer à peine plus de 3 mois avant de s'achever à Waterloo par une défaite militaire définitive le 18 juin 1815. Les 100 jours vont aboutir à un deuxième traité de Paris beaucoup plus dur que le précédent à l'égard de la France. Et là, ce n'est pas un retour à l'île d'Elbe, mais un aller simple pour l'île Sainte-Hélène qui l'attend. Jules César, nommé dictateur à vie en février-44, est assassiné à Rome, frappé de 23 coups de poignard par un groupe de sénateurs le 15 mars de cette même année, le jour des Ides de mars, sous le portique de Pompée, où se réunit le Sénat romain. On ne présente plus Jules César. Mais si, c'est possible. Jules César est né en 100 avant Jésus-Christ. C'est un membre de la noblesse romaine et un personnage ambitieux qui n'hésite pas à se prétendre d'une ascendance divine. Il a mené une vie dissipée de jeune dandy avant de révéler son génie. Ce chef de guerre et homme politique parvient au cime du pouvoir après la guerre des Gaules, avant de connaître une fin brutale à 55 ans. En ce 15 mars, au sommet du pouvoir, il s'apprête à partir en campagne contre les Parthes, peuple de l'Iran. Le bruit court qu'il va se faire couronner roi avant son départ. C'est à la curie de Pompée qu'il meurt sous les coups de poignard, victime d'un complot. Pourtant, César a reçu plusieurs avertissements. Sa femme, Calpurnia, fait un cauchemar qui présage de la fin de Jules César. Elle lui en avertit et lui interdit de se rendre à la curée de Pompée. Il sembla accepter cette proposition lorsque Brutus vint le chercher pour le convaincre d'y aller. Manu, tu descends? Il accepta car une fausse pétition avait été créée afin de remettre le pouvoir aux mains du Sénat. En arrivant dans la curie de Pompée, Tullius Cimber lui présente la pétition, lui demande le retour d'exil de son frère, ce que César refuse, et lui arrache un pan de tunique dégageant son cou et son épaule.
César crie et Casca, de dos à l'impérator, porte le premier coup en dessous de la gorge. César se défend et blesse Casca qui hurle, ce qui alerte Brutus et les autres. Les coups de poignard commencent à arriver alors que César tente de s'évader. Il sait que c'est la fin. En voyant Brutus, il prononce ces derniers mots. « Toi aussi, mon fils ». Il enveloppe sa tête avec sa toge et tente avec sa main gauche de couvrir le bas de son corps afin de mourir dignement. Les assassins fuient les lieux ainsi que les sénateurs innocents qui ont assisté à l'acte sans intervenir. Il restera étendu plusieurs heures avant que 3 esclaves viennent ramasser son corps et le transporter jusqu'à chez lui. Le médecin Antistus déterminera lors de l'autopsie que parmi les 23 coups de poignard, le deuxième était fatal. Les assassins voulurent jeter son corps dans le Tibre, mais devant la colère du peuple, les meurtriers doivent se cacher et s'exiler. Aucun d'eux ne meurt de mort naturelle. Les funérailles de César ont lieu le 20 mars, son corps est exposé sur le forum puis incinéré. Le 17 mars 2020, suite à la propagation du coronavirus Covid-19, les Français doivent respecter une période de confinement qui durera jusqu'au 11 mai. Un formulaire attestation de déplacement dérogatoire est nécessaire pour tout déplacement, à pied ou en voiture. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Le jeudi 12 mars 2020, Emmanuel Macron prend la parole pour la première fois. Il annonce la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités pour le lundi suivant. 2 jours plus tard, Édouard Philippe annonce la fermeture des lieux non essentiels. Les mesures de confinement sont réellement annoncées le 16 mars 2020. Emmanuel Macron s'exprime à nouveau et le mot d'ordre est clair. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. La mesure du confinement national a été adoptée en France en raison de la pandémie de Covid-19 qui s'est répandue à partir de fin janvier 2020. Cette situation a provoqué une crise sanitaire, sociale et économique et a entraîné des mesures de mise en quarantaine de certains foyers d'épidémie au niveau régional. À la mi-mars 2020, l'Europe est devenue l'un des principaux foyers de la pandémie. Les médecins généralistes privilégient les consultations par téléphone pour éviter tout risque de contamination dans leur cabinet et les EHPAD interdisent les visites. Le gouvernement n'a pas imposé ça par plaisir sadique. L'augmentation des cas en France avait déjà entraîné le jeudi 12 mars l'annonce d'Emmanuel Macron et celle du Premier ministre le soir du 14 mars. Le nombre de cas confirmés de malades du coronavirus augmente dans la journée du 15 mars. Le 16 mars, les chefs d'État européens se réunissent. Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? À l'issue de cette réunion, le président français convoque un conseil restreint de défense à l'Élysée, et dans le même temps, la progression de Covid-19 est jugée d'inquiétante par le directeur général de la Santé. Un confinement total est décidé. Cette décision fait face aux mesures de confinement du 22 janvier par le gouvernement chinois qui a placé sous quarantaine 3 villes de la province de Hubei, puis d'autres villes comme Shanghai et Pékin. Elle fait suite aussi également au choix des pays voisins de la France. Un confinement similaire en Italie commence le 9 mars 2020 et celui appliqué par l'Espagne débute le 15 mars 2020. Le confinement fut prolongé 2 fois et a eu des conséquences et des impacts. Le 11 ou le 18 mars 1314, le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, est exécuté sur le bûcher avec Geoffroy de Charnay. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Jacques de Molay est élu grand maître de l'ordre en 1298, alors que l'ordre venait de s'établir à Chypre, d'où étaient lancées quelques opérations contre l'islam. Lors d'une visite des maisons du Temple en Occident, il donna au pape son point de vue sur le projet de croisade et réfuta la possibilité d'une fusion des différents ordres, fusion très souhaitée par le roi. Arrêté pour hérésie par les troupes du roi avec les autres Templiers de France le 13 octobre 1307, Molay avoua, semble-t-il sans avoir été torturé, les erreurs de l'ordre en matière de foi et de morale, aveu qu'il renouvela en août 1308. Clément V supprima l'ordre des Templiers en avril 1312. Molay fut condamné par les cardinaux à la prison perpétuelle, ce qui lui insuffla courage et il protesta contre sa condamnation. Il déclara regretter surtout l'aveu de faux crimes. Les cardinaux se donnèrent la nuit pour réfléchir, mais le soir même, les gens du roi firent exécuter Molay et le précepteur de Normandie sur un bûcher installé sur l'île de la Cité. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi justement aujourd'hui, bordel de merde? C'est là, dans les flammes, qu'il lancera sa malédiction. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race. Coïncidence, Clément V meurt étouffé le 20 avril et Philippe le Bel meurt le 26 novembre. Ses fils le suivront dans les 12 années qui suivirent. Il se murmure que le roi aurait voulu mettre la main sur les trésors des Templiers. L'opinion européenne commence à s'interroger sur la légitimité du Temple. Le roi Philippe le Bel lui-même a souvenance que les Templiers ont refusé de contribuer à la rançon de Saint-Louis lorsque celui-ci était fait prisonnier lors de la 7e croisade. Il entend aussi quelques méchantes rumeurs sur les mœurs prétendument dépravées et diaboliques des moines chevaliers. Avec l'affaire du Temple, la monarchie capétienne montre qu'elle entend suivre son intérêt politique et non plus se comporter en vassal de l'Église.
Lorsque les Templiers ont été rassemblés et arrêtés, Clément n'avait aucune connaissance préalable de l'action, mais a été contraint de se trouver dans une situation délicate de compromis. Le 31 mars 1889, l'inauguration de la Tour Eiffel a lieu en avant-première de l'Exposition universelle de Paris, qui commémore le centenaire de la Révolution française. Elle deviendra le symbole universel de la capitale de France. Construite sous la responsabilité de Gustave Eiffel, la tour fait 312 mètres de hauteur. Elle pèse 7300 tonnes et comporte 18 000 pièces en acier. Les organisateurs lancent dès 1884 l'idée d'une tour d'environ 300 mètres, symbole de la grandeur retrouvée de la France et de la bonne santé des institutions républicaines. Le projet de la société Eiffel et compagnie est retenu à l'issue d'un concours au cours duquel s'affrontent une centaine de projets. D'emblée, les détracteurs sont légion. Le 14 février 1887, le Temple publie un manifeste de protestation signé par des personnalités du monde des arts et des lettres, parmi lesquels le comte de Lille, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Paul Verlaine. En dépit de ces oppositions, la tour est construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, sans aucun accident mortel. Le succès populaire est immédiat. Pas moins de 2 millions de visiteurs font l'ascension de la tour, soit à pied, soit en empruntant les ascenseurs, eux-mêmes révolutionnaires pour gagner le 2e étage et le 3e étage. Dès la présentation de son projet en 1886, Gustave Eiffel savait que seule l'utilité scientifique de la tour pouvait alors la préserver de ses adversaires et prolonger sa durée de vie. Elle devait au départ être détruite au bout de 20 ans. Il en précise alors la vocation, l'observation météorologique et astronomique, l'expérience de physique, le poste d'observation stratégique, le poste de communication par télégraphe optique, le phare pour l'éclairage électrique et l'étude du vent. Gustave Eiffel précise que ce sera pour tous un observatoire et un laboratoire tel qu'il n'en aura jamais été mis d'analogue à la disposition de la science. Il propose au capitaine Gustave Ferrier, alors chargé d'étudier les applications militaires de la TSF, d'utiliser la tour pour ses expériences. Eiffel finance lui-même cette opération qui permet d'émettre et de recevoir sur 400 km. La direction du génie autorise le capitaine Ferrier à poser des antennes sur la tour. Celui-ci s'installe dans un baraquement en bois au pied du pilier sud. En 1935, un studio de télévision est créé rue de Grenelle et l'émetteur de la Tour Eiffel commence à fonctionner. En 1957, sont installées des paraboles de diffusion en direct permettant d'assurer les émissions de 3 chaînes de télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker, partager et à vous abonner, ça aide pour le référencement. À bientôt!